Alors, je vais vous parler un petit peu de l'épidémiologie Covid-19. Donc, la situation globale, on est maintenant à 58 millions de cas confirmés, presque 1 400 000 morts. Vous voyez que l'épidémie a vraiment repris, cette deuxième vague a vraiment bien repris en Europe. Il y a plus de 6 pays dans les 10 pays qui contribuent le plus en nombre de cas pour la semaine 47 qui sont en Europe. Les autres pays importants, ce sont les États-Unis et le Brésil qui continuent à avoir une épidémie extrêmement intense, et puis l'Iran qui commence à avoir une deuxième vague aussi également très intense. L'évolution sur la semaine 47, vous voyez plus c'est orange foncé, plus l'incidence est haute, donc ça concerne toute l'Europe, les États-Unis et quelques pays d'Amérique du Sud. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde le changement de la semaine 47 par rapport à 46, il y a vraiment un ralentissement au niveau de tous les pays européens, puisque les couleurs en bleu ou en jaune, jaune c'est neutre et bleu c'est un changement négatif, on voit que clairement il y a moins de cas, même s'il y a toujours énormément de cas, il y a moins de cas dans la semaine 47 que 46 pour les pays européens. Maintenant, si on s'intéresse par région du monde pour avoir une vision un peu globale depuis le début, on voit clairement que l'Europe contribue le plus en nombre de cas et en nombre de décès, avec 43,6% du nombre des cas mondiaux et 48,6% des décès, suivi par les Amériques. Et puis les autres régions du monde contribuent beaucoup moins. Donc on peut se poser la question, bien sûr, ça dépend de la stratégie de testing. Si vous ne testez pas, vous ne trouvez pas. Donc ça, c'est la grande question en Afrique. Il y a peut-être aussi le climat qui joue un rôle. Mais si on regarde le Pacifique Ouest, vous voyez qu'il y a seulement moins de 1% des cas. Donc dans le Pacifique Ouest, vous avez la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc quand même, c'est des pays où on sait que la stratégie de dépistage a été assez bonne tout au long de l'épidémie. Donc on ne peut pas mettre la faute là-dessus. Donc il y a quand même à se poser la question pourquoi ils ont eu des épidémies moins intenses que chez nous. Donc si on fait un petit zoom arrière au 23 janvier, ça nous semble un peu loin, mais il y avait 581 cas confirmés dans le monde entier, principalement en Chine, et seulement 10 cas hors de Chine. Il y avait en particulier 375 cas dans la province de Hubei, principalement dans la ville de Wuhan. Ça, c'est l'évolution en Chine entre le 31 décembre et le 11 février. Et puis si vous vous souvenez, en tout cas moi je m'en souviens, ils ont fait un lockdown assez coercitif de la ville de Wuhan le 23 janvier. Donc 375 cas, un lockdown vraiment renforcé. On a tous en mémoire ces images de gens qui ont été presque emmurés chez eux ou emmenés de force. Et ça a concerné 11 millions d'habitants, la ville de Wuhan, pour 76 jours. Et puis ils ont, dans la suite aussi, mis en lockdown 15 autres villes pour un total de presque 60 millions d'habitants. Donc ça a été une réponse que tout le monde a vue, le monde entier a vu. On a quand même commencé un petit peu à s'inquiéter, vu le nombre de cas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on pensait que c'était principalement des pneumonies. On n'avait pas du tout le spectrum de la maladie. Donc probablement les Chinois se sont aussi rendus compte qu'il y avait une transmission intense dans la communauté par des cas post-symptomatiques et qu'ils avaient déjà un peu perdu la bataille pour répondre de manière différente. Ils ont continué quand même à avoir des méthodes de choc. Là, je vous donne juste un exemple. En juin 2020, ils ont découvert quelques cas dans un marché. Ils l'ont immédiatement fermé, désinfecté. C'était à Pékin. Ils ont mis 21 quartiers résidentiels en quarantaine, ce n'est pas des petits quartiers. Et puis, ils ont fait un dépistage de masse et ils ont en fait dépisté 10% des 25 millions d'habitants de la capitale. Mais en fait, ça a été effectif, c'est très efficient. Le foyer était éteint en 21 jours avec un total de 300 cas détectés. Donc ça a toujours des petits chiffres, c'est quand même troublant par rapport à ce que nous on vit ici en Europe, mais les mesures sont des mesures de choc. Donc ils ont toujours mis ça en place depuis le début. Et puis ça résume bien en fait la stratégie chinoise, cette phrase de Zhang Meihong. Il dit, voilà, pour contrôler l'épidémie, il faut le faire en fonction de ses ressources, et ses ressources en termes de capacité hospitalière, en termes de tout, économique et aussi les aspects culturels. Et puis pour eux, quelques centaines de cas aujourd'hui, dans un pays comme la Chine, qui est extrêmement peuplé, ça peut représenter des millions le mois suivant. Donc en fait, là, c'est pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Le 12 mars, lorsque la pandémie a été déclarée, il y avait plus de cas hors de Chine qu'en Chine. Ça touchait déjà 120 pays ou territoires. Et puis vous voyez que la Chine était déjà à la fin de sa première vague.
Le pays d'à côté qui a été le premier à présenter une flambée, c'était la Corée, la République de Corée. Puis c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. C'est un exercice un peu périlleux d'essayer de voir des pays qui ont bien contrôlé pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait retirer sans pour autant penser qu'on peut appliquer ce qui a été la solution pour la Corée. Donc la Corée du Sud, le 20 janvier a eu son premier cas, un cas importé de Wuhan, et ça a été ainsi de suite pendant 10 jours, il n'y a eu que des cas importés de la région de Wuhan, puis le 30 janvier, un premier cas local. Mais immédiatement, la Corée a reconnu en fait la menace, que c'était vraiment un problème important. Bon, ils avaient déjà l'expérience de la Chine à côté, donc, mais en fait, surtout, ils avaient l'expérience préalable du MERS. Donc, ils ont immédiatement mis en place des protocoles de réponse. Ils ont établi une capacité diagnostique, mais à large échelle. Je vais vous montrer dans un instant ce que ça représente. Ils ont intensifié les mesures de protection dans la communauté. Donc là-bas, les gens portent le masque pour des raisons, pour la pollution, en fait, pour se protéger. Donc c'est déjà acquis et ça n'a pas été un problème de le généraliser. Et ils ont surtout aussi repensé le système de triage et de prise en charge. Donc les éléments favorisants pour une réponse si rapide et si cohérente, c'était leur expérience préalable du MERS. Ils ont eu jusqu'à 17 000 cas. Ils ont eu extrêmement peur. La mortalité avec le MERS est bien plus haute que celle du Covid. Donc ils ont mis après ça en place un comité de réponse à l'urgence sanitaire avec un leadership décisionnel qui pouvait bypasser le politique. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on va apprendre avec cette pandémie. Ils ont aussi une capacité hospitalière qui est 2,5 fois celle que nous avons ici dans la plupart des pays européens et en Suisse. Et puis, ils ont immédiatement organisé un partenariat entre le public et le privé, surtout au niveau des labos, pour produire en fait le matériel des kits, les réactifs, et puis pour pouvoir faire les diagnostics. Donc, les outils qu'ils ont utilisés, c'est ce qu'on appelle la méthode des 3 T, c'est Test, Trace and Treat. D'abord, l'accès aux tests. Ils ont, dans les semaines qui ont suivi les premiers cas, mis en place plus de 600 centres de testing qui étaient corrélés, qui étaient liés à des labos pour pouvoir après faire les tests dans ces labos. Ils ont été assez innovateurs avec des drive-in. C'est les premiers qui ont mis en place ces drive-in. Ils pouvaient faire 3 fois plus de tests que si les gens venaient à pied. Ils ont aussi mis en place des cabines de dépistage que vous voyez sur la gauche. Donc le personnel avait moins besoin de s'habiller, avait un équipement plus léger, c'était plus supportable. Et puis en fait, la personne qui se faisait tester était à l'extérieur, et puis on enfilait les mains dans des gants. Et puis en fait, ils sont arrivés à une capacité de 15 à 20 000 tests par jour extrêmement rapidement, vraiment déjà en mois de février. Ensuite, ils ont fait pour le traçage des contacts, c'était vraiment un traçage minutieux qui n'était pas seulement basé sur l'interview des cas index. Ils ont fait aussi un traçage numérique avec caméras de surveillance, utilisation des cartes bancaires, données GPS des téléphones portables des gens. Et ils ont développé énormément d'applications de suivi, un peu dans le style de Suisse Covid, mais il y en avait énormément pour différents éléments. Et ensuite, pour ce qui est de l'isolation de la quarantaine, ils ont isolé dans des hôpitaux, des centres de traitement communautaire, mais tout le monde, en fait, ils ont essayé, dans la majorité des cas, d'enlever les gens de la famille, de les mettre vraiment en isolement. Et puis, pour les gens en quarantaine, de les mettre dans des hôtels et de leur donner, en fait, des kits de survie, parce que c'était assez rapide. Des fois, ils n'avaient même pas le temps d'aller chez eux. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'ils ont choisi. Ce n'est pas pour montrer que c'est une solution, de loin pas. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Mais la réponse a été quand même un succès puisqu'ils ont bien géré la première flambée, c'est-à-dire qu'au 18 février, le cas 31 du pays a été la cause d'un énorme cluster dans une église. En fait, elle a infecté plus de 1000 personnes. Et puis, ils ont, grâce à tout ce qu'ils avaient mis en place, pu répondre immédiatement, tester en masse tous les gens qui avaient été en contact et puis gérer ce foyer épidémique. Grâce aussi à cette approche, c'est aussi de eux qu'on a les premières courbes épidémiologiques en fonction des âges. Et on s'est rendu compte que les gens infectés, c'était plutôt les jeunes de 20 à 50 ans, qu'ensuite les personnes un peu plus âgées étaient celles qui se retrouvaient à l'hôpital, puis finalement les personnes les plus âgées, c'est celles qui mouraient de cette maladie. Donc c'est vraiment eux qui nous ont montré la première vision un peu plus accurate, un peu plus sûre en fait de la répartition à travers les couches d'âge, de la morbidité et de la mortalité.
Donc, en termes quels sont les éléments de succès pour eux? Donc, c'est vraiment qu'ils ont eu une stratégie claire, une réponse rapide. Le mot rapide est très important. Ils ont aussi une population adhérente aux mesures proposées, qui était assez homogène et qui continue maintenant. Et puis, c'est aussi une population tolérante au partage des données personnelles, qui peut être vraiment, bien sûr, quelque chose qui n'est pas généralisable dans le monde entier pour toutes les bonnes raisons que l'on connaît. Ensuite, ils ont eu vraiment une innovation au niveau technologique. Et c'est une population qui est très urbaine. Tout le monde avait un smartphone. Ils ont pu vraiment se reposer sur les innovations technologiques pour atteindre les gens, pour leur dire de se mettre en isolement ou d'aller dans certains endroits d'isolement, de quarantaine. Donc ça a été aussi très important. Puis bon, il faut quand même considérer que c'est une île. C'est plus facile d'avoir des mers autour et d'être cohérent avec la mer que d'être cohérent avec les pays voisins qui ont des stratégies différentes, surtout pour la population, pour comprendre pourquoi il faut faire d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Et puis au début, ils ont eu des clusters bien identifiés, donc ils ont pu agir dans des endroits aussi bien identifiés. Maintenant, il y a une remontée des cas. Il faut bien suivre la situation en Corée. Ils ont à peu près plus de 200 cas par jour depuis un certain temps. Et c'est des cas beaucoup plus éparpillés dans plein de petits lieux. Il n'y a pas comme ça un seul lieu où il y a transmission. Donc, il faut aussi voir maintenant si toute la stratégie mise en place va continuer à être un succès. Juste un mot sur une autre façon de faire. Donc là, je vous ai montré une manière assez extrême, une manière moins extrême, et toujours quand même assez extrême par rapport à ce que nous, on a mis en place pour stopper la transmission. Vraiment, c'est ce qu'on appelle en anglais le containment. C'est vraiment l'objectif, c'est de stopper au maximum, d'interrompre la transmission. Ensuite, il y a toutes les mesures qu'on appelle de mitigation, d'atténuation, qui sont plutôt de ralentir en fait la transmission. Souvent, il y a un mélange des deux, où il y a certaines mesures qui sont plutôt d'un côté que de l'autre. Et la Suède a clairement choisi ça depuis le début, c'était de ralentir plutôt que de stopper la transmission. Donc, ils n'ont pas mis ils n'ont pas utilisé le lockdown. Ils ont gardé les écoles ouvertes jusqu'à 16 ans. Et un autre point qui a été quand même un point de grande discussion, qui est toujours un point de discussion, c'est le port des masques, qui n'est toujours pas recommandé en dehors des lieux de soins, bien qu'il est aussi recommandé dans des lieux fermés. Il y a beaucoup de magasins qui le recommandent, enfin, c'est quand même pas que les lieux de soins. Mais eux, de manière générale, ils ont demandé aux gens de venir se faire tester, ils ont augmenté le testing au maximum, ils ont mis directement depuis le début la distance sociale partout. Dans certains endroits, elle était obligatoire, avec un renforcement, il y avait des patrouilles qui fermaient les restaurants où les gens n'étaient pas suffisamment à distance les uns des autres. Ils ont favorisé le télétravail et puis dit aux gens, surtout les gens vulnérables, de rester à la maison. Mais rien n'a été... tout était des recommandations, en fait. Et puis, ils ont quand même protégé certaines populations vulnérables en restreignant, mais même en interdisant les visites dans les EMS. Ils ont limité les rassemblements et ils ont limité les déplacements domestiques. Un autre point fort chez eux, ça a été l'adhésion de la population. La population avait confiance dans leurs décisions, dans les décisions politiques et dans la task force sanitaire. Donc, il y a une bonne adhésion de la population, en tout cas de la population suédoise. Peut-être que les arrivants de première génération, c'est vrai que là, il y a eu peut-être moins de compréhension déjà des messages et d'adhésion, mais pour la population suédoise d'origine, ça a été vraiment assez homogène. Donc, si on regarde en termes de nombre de nouveaux cas par million d'habitants, vous voyez que clairement les pays asiatiques sont en dessous. J'aurais pu mettre aussi le Vietnam, la Thaïlande, c'est la même chose. Ils ont eu des vagues, ils ont des vagues, mais c'est toujours assez contrôlé en termes de nombre de cas par million d'habitants. Contrairement à la Suisse, où on est vraiment tout au sommet, on a eu vraiment une augmentation là où on a dépassé énormément d'autres pays par rapport à notre million d'habitants, mais ça, il faut faire quand même attention que c'est lié à la stratégie de dépistage. Donc on peut nous comparer avec des pays comme la Corée qui dépistent énormément, mais pas nécessairement avec d'autres pays qui ont eu peut-être moins de dépistage. Donc plus vous dépistez, plus vous avez de cas. Ce que vous voyez à gauche est plus parlant, celle d'en haut, en fait.
le tableau d'en haut, vous voyez le pourcentage de positifs dans ce que vous détectez, dans les tests que vous faites. Et ça, c'est clair que dès que vous avez une augmentation du pourcentage de positivité et puis que vous augmentez en parallèle le test, c'est que vous êtes en train de perdre l'épidémie. Il y a une intensification de la transmission dans la communauté qui fait que là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe et puis que peut-être vous êtes déjà trop tard avec le système des 3T. Et si on regarde en nombre cumulatif, c'est un peu la même chose. Il faudrait rester dans le bleu, c'est le tableau du bas. Il ne faudrait jamais dépasser 2 à 3% de positivité. Ça veut dire que vous avez une bonne vision de ce qui est en train de se passer dans la communauté. Il y a une transmission, vous savez que vous ne pouvez pas arriver à zéro. On n'arrivera pas à zéro avant d'avoir d'autres moyens de réponse, entre autres le vaccin. Mais donc il faudrait rester à 2 à 3%, et vous voyez que nous, à plusieurs reprises, on est repassé bien en dessus des 20%. Alors pour terminer, il y a aussi peut-être quelque chose qui va moins mentir que les tests, puisque les tests sont très dépendants de la stratégie de dépistage, c'est le nombre de morts, bien que là, de nouveau, ça dépend de la pyramide des âges de la société, puisqu'on sait que vraiment la mortalité touche les plus de 80 ans. Donc si vous avez une pyramide des âges plutôt vers des populations jeunes, vous aurez une mortalité plus basse, enfin une létalité due à cette infection plus basse. Mais quand même, si vous regardez, ici vous avez à droite l'excès de mortalité. Donc la Corée et l'Allemagne, qui a aussi été mise en exemple dans sa gestion de la crise, vous voyez qu'ils ont moins d'excès de mortalité que des pays comme le nôtre ou la Suède, ou encore les États-Unis. De nouveau, ça, il faudra probablement attendre, il faut prendre toujours ces données avec précaution. Les États-Unis, par exemple, ils ont énormément de retard dans l'annonce des décès. ils consolident en fait ces données à l'année. Donc, c'est clair que là, maintenant, on a des données partielles. Mais c'est quand même intéressant de voir que les stratégies qui sont plutôt de succès ont aussi un effet sur l'excès de mortalité. Voilà, peut-être pour terminer, juste la leçon à retenir de la Corée, il faut agir vite. Au moment où vous pensez que quelque chose doit être mis en place, ça aurait peut-être dû être mis en place hier. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on doit apprendre de ces pays-là. Il faut vraiment agir le plus vite possible. Il faut avoir un leadership décisionnel. Il faut obtenir l'adhésion de la population aux mesures, donc il faut faire des mesures qu'on pense qu'elle va pouvoir accepter. Ce n'est pas les mesures coréennes qui vont fonctionner chez nous, mais il faut être sûr que la population adhère. Et puis il faut avoir la disponibilité du matériel diagnostique. Ça a été vraiment une grande barrière pour nous ici. Eux, ils produisent en fait les réactifs, donc c'est plus facile, mais c'est quelque chose qui est aussi essentiel au succès. Voilà, merci beaucoup.